Hey, salut tout le monde! Bonjour, vous allez bien? Bon, on est déjà rendu à la deuxième semaine d'activité. En fait, je devrais plutôt dire au deuxième plan de travail. J'espère que vous avez passé une belle première semaine de retour à l'école officielle. Moi, ce fut quand même une belle révélation. Je dois vous avouer que sur mes 161 élèves environ que j'ai en tout dans mes deux groupes là, qui sont différents, là, 161 élèves différents, je suis quand même assez impressionné par le taux de personnes qui ont participé la semaine dernière. En fait, ça fait du bien, je vous dirais, parce qu'on a quand même eu des semaines maigres, je vous dirais, au début, alors que tout était facultatif. Il y avait personne qui venait nous voir. J'ai appris à découvrir Teams aussi. Je sais pas si vous êtes rendu compte de ça. Donc, je commence tout de suite en vous parlant des petits changements, des petites transformations. Alors, même si tout est encore sur Moodle et tout va, je vous dirais que l'ensemble des travaux, des explications vont encore se retrouver sur Moodle jusqu'à la fin de l'année. J'ai quand même décidé de transférer certaines de ces informations-là, dont les plans de travail, donc le plan de travail de la semaine pour Monde contemporain d'éducation financière et le cours de MS. Je vais également mettre le fichier Word disponible directement sur Teams. Teams, c'est plus facile pour me rejoindre parce qu'on peut faire du chat et puis ça fonctionne parce que c'est très personnalisé à comparer de Moodle où là tout le monde devait être ensemble. Là, vous pouvez me faire des chats juste entre vous et moi. Je vais continuer à faire mes séances de rencontres à tous les mardis, mercredis matin, donc de 10h à midi. Mais cette fois-ci, je ne fais plus ça sur Moodle, je vais faire ça sur Teams. Je vais faire des réunions. Vous êtes sûrement habitué peut-être avec d'autres groupes, avec d'autres professeurs, donc de faire ça. Puis je suis content parce que j'ai quand même eu quelques personnes qui sont venues me voir la semaine dernière et j'avais quasiment les larmes aux yeux, tellement j'étais très heureux. Fait que sans plus tarder, on va continuer cette semaine. On a encore 2 vidéos pour continuer le cours. Donc la semaine dernière, c'était le pouvoir politique. Cette semaine, on va toucher au pouvoir économique. Le pouvoir économique est un petit peu plus dense, il y a un petit peu plus de choses. Je vais essayer encore une fois de ne pas trop dépasser les 20-25 minutes pour chacune de mes vidéos, mais vous savez que d'une certaine façon, ça peut être un peu difficile de suivre ce que je vous dis parce que j'ai tendance à parler. Mais dites-vous que c'est ça, que ça aurait été comme ça probablement en classe. La seule différence pour moi, c'est que je le fais qu'une seule fois. Alors souvent, je le fais presque 5 fois. Que je répète la même chose. Alors là, je le fais juste une fois. Je trouve ça quand même intriguant, intéressant. La semaine dernière, j'avais demandé dans mon deuxième cours de me donner des commentaires si vous vouliez avoir de l'actualité. Alors, j'ai quelques personnes qui m'ont dit oui. Fait que je me suis basé sur ces quelques personnes-là. Alors, on va commencer en faisant un petit peu d'actualité, mais juste avant qu'on se lance justement dans l'actualité, voici le plan de travail de la semaine. Donc, j'ai pas pour l'instant de date de remise. Okay? Ce que je vous dirais qui est important, c'est que tout soit fait pour la dernière semaine, donc avant, je vous dirais, le 22 juin. Fait que, tu sais, soyez pas nécessairement stressés par rapport aux dates de remise. La seule date de remise vraiment très importante, c'est le rapport du projet Bourse, dont 3 m'ont déjà remis au moment où je parle, au moment où j'enregistre ceci, qui est quand même, on est le vendredi, là, le 22, quand j'enregistre ceci. Mais en tout cas, vous avez jusqu'au 8 juin pour me remettre votre travail, et il va y avoir également un examen Moodle sur le contenu de ce que je suis en train de vous enseigner, qui va être dans la semaine du 15 au 23, puis c'est vous qui allez décider quand vous allez le faire. Mais tout le reste doit être fait, je vous dirais, avant la semaine du 15 au 23 juin, parce qu'il faut quand même que je puisse corriger vos affaires. Toutes les autres, je vais corriger en temps et lieu vos travaux que vous m'avez envoyés, et je vais également vous donner des commentaires. J'essaie de mettre des commentaires dans tous les travaux. Peut-être pas tout, là, comme par exemple le questionnaire, vous aviez 3 questions. Là, les questions que vous avez à faire là, avec le manuel, je vous dirais que ça, je vais probablement juste vous donner une note. Ça va s'arrêter là, ou je vais peut-être vous dire où vous avez vu vos fautes, si vous en avez. Mais pour ce qui est des affaires avec des travaux avec des opinions, là, je vais vous donner des rétroactions. Alors, cette semaine, on continue un petit peu. Donc, on lit encore dans le manuel Monde les pages 243 à 246, toujours un peu en lien avec ce qu'on va voir cette semaine. Vous allez également répondre aux questions de la page 246. Donc, pour ceux qui l'ont fait, vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment pas long. C'est 3 petites questions.
questions. Souvent, les réponses sont directement dans les textes. C'est vraiment pas très difficile. Et je vais vous demander de faire le travail demandé de la semaine 2, qui est un questionnaire sur le lien entre le confinement et l'environnement. Donc oui, c'était quelque chose qui était facultatif avant le 19 mai, mais que je rends maintenant obligatoire à partir de cette semaine. Donc dans la semaine du 25 au 31 mai, je vais vous demander de faire ça. Donc c'est pour ça que je vous demande de les faire pendant la semaine. C'est pas un travail qui est très long. Ce que je vous demande de faire, à part mes 2 écoutes de vidéo, là, le travail, le manuel, moi je pense qu'en 20 minutes, vous avez fini. Puis le travail en question sur le confinement et l'environnement, vous avez quelques petits textes à aller voir. Vous irez voir sur Moodle concrètement. Puis vous avez un petit questionnaire à répondre. C'est pas très très long non plus. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça pour cette semaine. Je vais faire un petit peu d'actualité si vous voulez bien aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça rapidement. Puis dans la description de la vidéo, je vais mettre le timestamp, comme on dit en bon français, pour vous indiquer à quel moment commence le cours. Ça fait que si vous voulez passer la partie actualité, vous pourrez vous rendre directement à la partie du cours. Alors, je voulais vous parler de tous les élèves seront en classe cet automne. Vous savez qu'on vit beaucoup d'incertitudes présentement dans le monde scolaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que le monde scolaire intéresse les gens. Je pense que depuis, je vous dirais, un bon 3 semaines, on passe pas une journée sans avoir au moins une petite... je vous dirais une petite information, actualité en lien avec les classes. Des fois, il y a des parents qui sont satisfaits, qui sont pas satisfaits, qui trouvent que les parents, que les élèves sont bien reçus, qui sont bien suivis, qui sont pas bien suivis. Là, la grosse interrogation, c'est au mois de septembre. Vous autres, vous en allez au cégep pour la majeure partie d'entre vous. Alors, est-ce que vous allez commencer en ligne ou est-ce qu'on va pas commencer en ligne? Les choses changent, je vous dirais, de jour en jour, de minute en minute. La semaine dernière, moi je vous le dis, là, la semaine dernière, on nous annonçait, on nous disait aux enseignants, préparez-vous à enseigner en ligne l'année prochaine. Donc là, on est vraiment dans une phase d'apprentissage assez immense, intense, avec à peu près toutes les plateformes numériques qui existent, que ce soit Teams, que ce soit Skype, que ce soit de faire des enregistrements vidéo. C'est pas quelque chose qui est nécessairement évident pour tous les enseignants et j'espère que tout le monde comprend ça. Alors, on n'a pas été habitué à vivre dans ce type d'enseignement-là. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais là, il y a beaucoup de psychologues qui ont parlé cette semaine et qui ont dit que il fallait que les enfants retournent à l'école physique l'année prochaine. Et là, cette semaine, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, nous a annoncé que là, c'est sûr qu'il va y avoir un retour. Là, je parle du secondaire et je parle du primaire. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un retour en classe. Il y a 2 scénarios d'envisager. Le scénario A, c'est qu'on revient comme avant. Ce qui, pour une école de 3500 élèves comme la Cité des Jeunes, je ne sais pas comment ils vont réussir à mettre en place la distanciation sociale, à moins qu'ils décident que cet été que c'est fini la distanciation sociale. Mais vous savez qu'on a une petite crainte pour une deuxième vague de cette fameuse pandémie. Et je pense qu'avec le déconfinement de l'été, l'été qui s'annonce très très beau, je pense qu'on va en avoir une deuxième vague. En tout cas, on va voir. Et l'autre possibilité, ce que j'ai pu voir en lisant là, ici, là, vous voyez, ça c'est notre premier ministre, mais notre ministre de l'Éducation. Alors le scénario B, c'est un genre de scénario où les jeunes iraient à l'école en succession. Là, c'est pas encore vraiment pas très clair. Est-ce que ça serait aux 2 jours? Est-ce que ça serait une semaine à l'école, une semaine à la maison? Ou donc, on aurait un mélange de travail à la maison, travail à l'école, ce qui, je pense, pourrait être quand même assez intéressant. Ce qui pourrait diminuer peut-être la quantité d'élèves qui pourrait y avoir dans les classes. J'entendais ce matin qu'ils pensaient peut-être faire en sorte que ce soit les profs qui se déplacent d'une classe à l'autre et non les élèves, mais ça, c'est mal comprendre la réalité du secondaire. Je sais qu'il va falloir faire des changements, des modifications. C'est intéressant, c'est intriguant, c'est drôle. Là, je vais vous donner mon opinion, là, mais tu sais, M. Roberge, notre ministre de l'Éducation, est un ministre qu'il ne faut pas tout lui lancer les pierres. Là. Je pense qu'il a fait une job quand même qui est convenable dans la situation. Il y a des erreurs qui ont été commises. Je pense que c'était très difficile de vous réengrener, de faire le réengrenage, de reprendre l'enseignement après presque un mois de
vacances. Malgré que c'était pas des vacances, mais on vous disait que c'était facultatif. Mais pourtant, dans le monde scolaire, il me semble qu'on sait très bien que le mot facultatif n'est pas un mot qui est très, très, très winner auprès des élèves, surtout des élèves plus vieux. Donc là, maintenant, tout d'un coup, il s'est tourné de bord. Là, tout est maintenant officiellement non facultatif. Fait que là, les profs, faut qu'ils se tournent de bord. Les élèves, faut qu'ils se trouvent de bord, se tournent de bord. C'est sûr que les élèves du primaire, il n'y a pas trop de problème. Mais au secondaire, 1, 2, 3, ça va. Mais en 4, 5, vous travaillez. Il y en a qui sont allés aider. Disons que ça n'a pas été évident. Fait que bref, beaucoup de choses qui sont sur la table et on se rend compte à quel point l'éducation est un aspect qui est quand même très, très, très important. Fait que voilà, je voulais vous parler de ça. Puis très rapidement, je veux vous parler aussi de la fermeture des cinémas. Tu sais, juste pour vous dire à quel point les choses vont peut-être changer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Universal Pictures qui a été un des seuls à vraiment lancer des films directement sur les plateformes numériques pour 19,99 $. Moi, j'ai regardé Les Trolls avec ma famille quand il est sorti le deuxième là, des films des Trolls qui m'avait effectivement coûté 19,99 $. Et ce film-là a fait 100 millions de dollars au box-office grâce à cette mise en ligne. Alors, Universal Studios qui a commencé à lancer l'idée que peut-être qu'ils allaient continuer à utiliser une certaine utilisation des plateformes numériques plus rapidement. Je pense pas qu'ils disaient nécessairement qu'ils allaient complètement s'enlever des cinémas, mais qu'ils allaient peut-être permettre, après quelques semaines seulement, la possibilité aux gens d'acheter d'acheter une passe à 19,99 pour regarder le film à la maison. C'est intéressant quand même, je dirais, comme concept, parce que à 19,99 $, je vous dirais que c'est intéressant quand on est un grand groupe. C'est sûr que tout seul, non. Mais, tu sais, comme moi, ma famille, on est 5. Donc, au lieu que ça me coûte 100 $ pour aller au cinéma pour regarder un film, ça m'a coûté 19,99 $. On s'est fait notre propre popcorn. Puis, bon, même si je dois vous avouer que j'ai dormi pendant le film, mais ma fille était bien contente du film. Mes enfants, ma blonde, je pense, ont bien apprécié le film. Fait que c'est intéressant. Pour le consommateur, c'est une bonne chose. Mais c'est sûr que pour les cinémas, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Fait que, bref, on va voir quand les choses vont là. Je viens de lire aujourd'hui même que le déconfinement culturel va commencer à se faire à partir du 29 mai. Donc, on va ouvrir les cinéparcs, pas les cinémas, mais les cinéparcs, on va ouvrir les bibliothèques, bon, ces choses comme ça. Donc, déconfinement qui se fait très, très, très rapidement. Bon, ok, donc voilà, fait que j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui se sont directement rendus là. Déjà, presque 10 minutes d'enregistrement pour l'actualité. Je savais que j'allais pas être capable d'aller en tout cas très, très, très lentement là-dessus. Mais je vous rappelle que donc dans la vidéo, là, je vais mettre des timestamps quand je fais de l'actualité. Mais vous voyez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis que je m'ennuie beaucoup de faire en avant d'une classe, faire cette fameuse actualité-là. Alors, l'économie, un pouvoir, on est rendu dans la deuxième partie. Et on va donc continuer notre périple de la connaissance des différents pouvoirs, donc les pouvoirs qui contrôlent une population. Donc on a commencé par le pouvoir politique qui est assez direct. Là aujourd'hui on va parler du pouvoir économique, et quand on parle du pouvoir économique, attendez un petit peu là, je veux juste voilà. Alors le pouvoir économique, on dit que c'est un des pouvoirs les plus importants et même que je vous dirais parfois, je me demande lequel qui est le plus puissant. Est-ce que c'est le pouvoir politique qui mène vraiment l'économie ou c'est l'économie qui mène la politique? Puis avec ce qu'on a vécu depuis le début de la crise, je me pose encore plus la question, je dois vous avouer, parce que on se rend compte à quel point l'économie fait partie de nos vies et que c'est quand même c'est un aspect qui est excessivement important et que ce soit les entreprises qui ont fermé, toute la crainte des gens qui ont perdu leur emploi, la quantité d'argent que le gouvernement fédéral donne pour aider les gens, c'est assez exceptionnel. Donc, qui contrôle qui? Bon, il reste que c'est une question qui est très intéressante, mais les deux sont quand même des entités qui peuvent être interdépendants les uns avec les autres, mais le pouvoir politique et le pouvoir économique sont définitivement très, très reliés les uns avec les autres. Alors, pour commencer, on va parler d'une notion, là, on va parler vraiment
on va parler de politique économique, OK? Puis il y a deux politiques économiques qui s'affrontent énormément. Et c'est drôle parce que dans les 6-7 dernières années que j'enseigne ce chapitre-là dans mon cours de monde contemporain, et puis là, dans mon cours de MS, c'est incroyable comment les choses changent. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures de la raison pourquoi il y a un plot de pâte qui est là, mais je ne veux pas nécessairement perdre mon temps et perdre votre temps. Fait que je vais tout de suite dire qu'en classe, on aurait passé 10 minutes, j'aurais posé des questions, j'aurais dit pourquoi, c'est quoi le lien entre le plot de pâte, protectionniste, libre-échange, vous auriez trouvé des réponses. Et là, je vous aurais dit, ben non, le plot de pâte, c'est parce que le modèle du PowerPoint que j'utilisais venait avec un plot de pâte. J'ai toujours oublié de changer le plot de pâte et maintenant, il fait partie de mon PowerPoint. Bref, c'est pas grave. Alors, protectionnisme, libre-échange, on va étudier ça, on va essayer de faire ça assez rapidement. On va commencer par une petite vidéo, puis là, je vais vous la présenter, la vidéo sur ce qu'est le protectionnisme. On va commencer par ça. Alors, voilà, je me tais et je vous laisse écouter cette petite vidéo. Que je vais vous partir en pesant sur le bouton. Voilà. Face à la concurrence mondiale, difficile de protéger salariés et entreprises. Alors certains réclament la manière forte, le protectionnisme. Sa définition est simple, il s'agit d'ériger des barrières pour freiner le commerce international. Pour l'appliquer, les États disposent d'une arme absolue, les droits de douane. Lorsqu'une marchandise étrangère à bas coût arrive à la frontière, une taxe lui est imposée. Mécaniquement, son prix augmente et se rapproche des standards nationaux. Le premier avantage, c'est de remettre la concurrence à niveau. C'est d'empêcher qu'il y ait des distorsions très importantes de concurrence. Officiellement, l'Organisation mondiale du commerce est censée contrôler et lutter contre le protectionnisme. En réalité, beaucoup d'États l'appliquent déjà, de manière détournée. L'Europe, par exemple, elle impose des normes environnementales à ses concurrents des pays émergents. Si votre écran plat ne les respecte pas, vous le paierez un peu plus cher. Même chose pour vos bougies, vos ampoules ou vos vélos. Alors le protectionnisme représente-t-il un risque ou un avantage pour notre économie? Pour ses partisans, il permet de maintenir l'emploi dans les secteurs concurrencés comme l'industrie. Mais en fermant les frontières, il deviendrait impossible pour les entreprises de vendre à l'étranger, ce qui pénaliserait la croissance. Le protectionnisme, on a fait après la crise de 1929. Les pays se sont fermés les uns après les autres, se sont protégés, et c'était un effondrement complet pour tous de l'économie de marché et des échanges. Autre danger, l'escalade diplomatique. Pendant de longues années, France et États-Unis se sont affrontés à coups de roquefort. Notre pays rechignait à importer du bœuf américain. Alors en représailles, le fromage était lui taxé 300% outre-Atlantique. Un conflit de 20 ans, finalement réglé par une ouverture réciproque des frontières. Ouais, c'est ça, hein, il faut toujours que je regarde si j'ai bien pesé ici sur mon petit bouton là, quand je mets sur mute, hein, ça aurait été drôle que je continue comme ça jusqu'à la fin. Alors comme je disais dans un total avec micro totalement éteint, j'espère que vous avez compris. Et tu sais, dans le mot protectionnisme, il y a le mot protection. Alors, c'est quoi exactement? Vous avez la définition qui est là. Je rappelle que c'est en collaboration avec vos notes de cours. Donc, tout ce qui est souligné maintenant, comparé de la semaine dernière, là, vous pouvez les rajouter dans vos notes de cours. Alors, c'est une politique économique adoptée par un État pour protéger sa production nationale et ses entreprises. Donc, c'est le fait de fermer les frontières afin d'assurer la subsistance de tout ce qui est les entreprises qui sont à l'intérieur d'un pays. Et nous autres, présentement, en 2020, avant la pandémie, on était un monde qui était très, très mondialisé. Et je ne sais pas si vous avez vu toute la problématique que l'on a de cette mondialisation et de ce libre-échange qu'on va parler dans quelques instants, où là, les libres-échanges, c'est l'ouverture des frontières, mais le protectionnisme n'était pas très puissant depuis plusieurs années, depuis, je vous dirais, les années 80, là, depuis qu'on a vraiment commencé ce concept-là de libre-échange, les gens sont maintenant fermés à cette idée-là, mais la pandémie fait en sorte que on s'est peut-être rendu compte qu'on était un petit peu trop dépendant de la Chine et qu'il faudrait peut-être
protéger un petit peu plus notre économie. Donc, j'ai l'impression que le protectionnisme risque de reprendre du galon dans les prochaines années. En tout cas, ça reste à voir. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir à quel point Donald Trump, depuis qu'il est président des États-Unis, travaille beaucoup pour que les États-Unis ferment leurs frontières et qu'ils, justement, arrêtent de faire affaire avec les autres et qu'ils se recentrent sur eux autres mêmes. Donc là, vous voyez, là, ça, c'est l'explication. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais c'est quoi la différence entre des barrières tarifaires et des mesures non tarifaires? Mais dites-vous que ce sont des mesures protectionnistes. Même si le protectionnisme, aujourd'hui, est une façon économique qui n'est pas très utilisée encore, malgré la pandémie, là. C'est sûr que là, on vit une situation exceptionnelle, mais malgré tout, les pays ont toujours quand même utilisé un petit protectionniste parce qu'il faut quand même protéger nos entreprises. Et là, vous avez deux types de barrières qui existent dans des mesures protectionnistes. Donc, je vous rappelle, des mesures, c'est le gouvernement qui, à un moment donné, va décider de faire une loi ou de mettre une mesure économique pour, justement, essayer de protéger ses entreprises. Donald Trump a fait ça beaucoup dans les dernières années, là. Mais il y a deux types de barrières. Donc, il y a des barrières qu'on appelle tarifaires et les mesures qui sont non tarifaires. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Mais c'est que les barrières tarifaires, c'est qu'on va taxer des produits qui viennent de l'extérieur pour faire en sorte qu'ils soient plus chers. OK? Donc, on va taxer directement le prix du produit, alors que des mesures qui sont non tarifaires, c'est des mesures qui vont être encore une fois des mesures protectionnistes. Donc, on va mettre une petite mesure pour essayer d'inciter les gens à acheter local, mais ça ne va pas nécessairement affecter le prix. Puis, dans les barrières tarifaires, il y a deux choses, il y a deux façons de faire des barrières tarifaires. Il y a les tarifs ad valorem. C'est le mot de la semaine. Donc, les tarifs ad valorem, c'est un pourcentage direct sur un produit qui vient de l'extérieur. Je donne par exemple les fraises. Vous savez on est dans une période où les fraises poussent au Québec et puis on aime ça que l'industrie de la fraise fonctionne bien. Je vais donner cet exemple-là. Alors, si par exemple, pour une raison ou pour une autre, on importe, donc nous en tant que gouvernement, en tant que société, on importe des fraises du Chili. Je ne sais même pas si au Chili, ils ont des fraises, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on utilise les tarifs ad valorem, c'est que pour les fraises du Chili, on va mettre une taxe spécifique, par exemple 5%, 10%, pour faire en sorte que les fraises du Chili coûtent plus cher que les fraises du Québec. Donc, un consommateur qui est normal va aller directement à l'épicerie, puis quand il va avoir le choix entre la fraise du Québec et la fraise de Chili, ben, on espère qu'il va prendre la fraise du Québec parce qu'elle va coûter moins cher. C'est ça qu'on appelle des tarifs ad valorem, alors que des tarifs spécifiques, c'est qu'on va taxer sur la quantité. OK? C'est que genre, on va dire les 1000 premières tonnes de fraises, je ne sais pas si c'est beaucoup, là, mais mettons 1000 tonnes de fraises qui viennent du Chili, on ne met pas de taxe, mais après une certaine quantité, on va imposer une taxe pour justement faire en sorte que on limite l'importation de ces produits-là pour inciter les gens à acheter les produits locaux. Okay? Donc, tout ça, les barrières tarifaires, c'est pour directement modifier le prix à la hausse de ces produits-là pour que les gens achètent d'entreprises du pays en tant que tel. Puis, toutes les mesures non tarifaires, ben pensez-y, c'est tout ce qui ne va pas nécessairement être considéré comme étant direct parce qu'on n'affecte pas le prix, mais c'est des incitatifs. OK? C'est des incitatifs, mais ça ne touche pas le prix. OK? Comme par exemple, on va essayer de faire ça vite parce que tout est quand même bien expliqué. Les quotas, c'est une limite de quantité. Fait que ça, c'est du protectionnisme, mais ça paraît pas trop mal quand on met des quotas. Donc, des quotas, c'est genre, on accepte d'importer 100 tonnes de pamplemousse. Puis après 100 tonnes, on n'en prend plus. Okay? Donc, en fixant la valeur maximale au-delà de laquelle un type de bien est interdit d'entrer sur le marché national. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle un quota. Donc, ça n'affecte pas le prix, mais on dit c'est un nombre d'unités maximales. Après ça, on n'en prend plus.
Après ça, tu as des normes. On dit l'élaboration de normes et de santé, de sécurité ou d'environnement que doivent respecter les produits importés. Ça, c'est un petit peu mesquin et ils en ont parlé dans la vidéo. C'est que des fois, on va mettre en place des normes d'environnement ou des normes de sécurité qui doivent être respectées. Sinon, on n'accepte pas le produit au Canada. Donc, genre, par exemple, les fraises, nous autres, on n'accepte pas qu'ils aient été shootés au pesticide G275. J'ai aucune idée si le G275 existe, juste pour vous donner un exemple. Donc, en fait, le G275, ça fait rien, mais nous, on sait qu'au Chili, ils utilisent ces pesticides-là et nous, on va donc établir des normes qui vont empêcher ces fraises-là de rentrer dans notre pays. Fait que nous, au niveau international, parce que je vous rappelle, le protectionnisme, c'est pas très bien vu. Hein. Alors, maintenant, les choses vont peut-être changer. Mais avant, ça n'a pas très bien vu. Alors, en mettant des normes comme ça, on dit, mais non, on les veut, vos fraises. Mais nous, au Canada, pour des raisons de sécurité, de santé, on n'accepte pas ça. On ne peut pas prendre vos fraises du Chili. Okay? Les subventions à l'exportation, regardez, c'est écrit subventions accordées par l'État à des entreprises nationales pour leur permettre de faire face à la concurrence. Donc, c'est de l'argent que le gouvernement va donner, par exemple, à toutes les entreprises de fraises au Québec pour que, justement, ça fasse baisser leur coût de production, baisser les prix et qu'ils deviennent plus compétitifs à travers le monde. Vous avez les procédures administratives. Les procédures administratives, ça, c'est beaucoup plus mesquin que les normes. Pensez à Astérix, les 12 travaux d'Astérix, dans un des endroits, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, en tout cas, si vous l'avez vu, je ne sais même pas si vous savez c'est quoi Astérix. Ça se peut peut-être. Mais dans les 12 travaux d'Astérix, à un moment donné, Astérix essaie d'avoir un formulaire. Puis il y a toute une procédure administrative qui fait qu'ils deviennent presque fous. Parce que pour avoir un formulaire, il faut qu'il y ait le formulaire bleu, il faut qu'il retourne en bas pour avoir le formulaire marron. Mais ça, là, c'était calqué sur la réalité. Il y a des procédures administratives qui sont tellement lourdes, sont tellement compliquées, que parfois, il y a des pays qui vont tout simplement dire non. Moi, oubliez ça, j'enverrai pas mes fraises au Canada, c'est ben trop compliqué. Et finalement, il y a les lieux d'origine, ça c'est plus doux comme façon de faire du protectionnisme, mais c'est de mettre, donc, obligation d'indiquer le lieu d'origine des produits. Donc, on dit par exemple fraises, ça va être écrit du Chili ou fraises du Québec. Et des fois, on va mettre par exemple un signe distinctif sur l'empaquetage pour inciter les yeux des gens. Ce qui n'est pas nécessairement illégal, mais ce qui quand même pousse beaucoup à essayer d'acheter local. Okay? Donc, on va mettre une petite fleur de lys sur les fraises du Québec, juste pour que votre coup d'œil fasse comme « Ah, c'est des fraises du Québec ». Et souvent, on a une petite valeur nationaliste, on aime ça, aider les compagnies du Québec, du Canada. Donc, on va se dire « Hey, je vais acheter ces fraises-là ». Puis des fois, on ne regardera pas le prix. Ce que je ne vous conseille pas de faire pour conserver votre argent. Mais ça, ce sont donc des mesures qui sont des mesures protectionnistes. Donc, barrières tarifaires qui vont affecter le prix directement et les mesures non tarifaires qui ne vont pas toucher au prix. Mais toutes ces mesures-là, c'est pour essayer d'inciter les gens à acheter à l'intérieur du pays pour protéger nos entreprises du pays, donc nos entreprises locales. Ça va? Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous m'enverrez des questions. Le libre-échange, c'est complètement le contraire, OK? Donc, c'est une politique économique qui repose sur la libre circulation des biens et des services. Cette politique se démarque par son absence de barrières tarifaires qui entravent la liberté des transactions commerciales. Donc, le libre-échange, c'est littéralement, on ouvre les frontières et on échange librement les produits. Et là, il n'y a pas vraiment l'idée de vouloir sauver notre entreprise locale. Là, il faut que notre entreprise se démarque à travers le monde entier et devienne les meilleurs dans leur domaine. Et ça, je vous dirais que c'est la façon de faire qui est préconisée à travers le monde depuis les années 1980. Parce qu'avant ça, c'était pas très populaire, mais le libre-échange est devenu très, très populaire. Et c'est très bon pour nous parce que ça ne fait que baisser les prix. Regardez Amazon. Amazon a probablement été le plus grand concurrent des librairies du Québec. Parce que maintenant, acheter un livre en magasin,
pourquoi tu ferais ça? Tu as juste à aller sur Amazon, puis s'ils l'ont, souvent, les livres, ils ont tellement en grande quantité, ce sont des livres à travers le monde, c'est tellement une grosse compagnie multinationale que ça va coûter beaucoup moins cher de l'acheter sur Amazon que d'aller chez Renaud-Bré. Donc là, vous avez votre vision protectionniste de est-ce qu'il faudrait aider Renaud-Bré à concurrencer Amazon ou on laisse aller ça? Et là, pour l'instant, on laisse aller parce que on est dans une période de libre-échange assez intense. Il y a les États-Unis, comme je vous ai dit, qui travaillent très, très fort pour essayer de briser ce libre-échange-là parce que le libre-échange, évidemment, tu as la terre entière en concurrence pour ton entreprise et tu as la Chine qui est probablement le plus grand concurrent que tu pourrais avoir. Donc, c'est ça un petit peu le concept. Donc, vous voyez comment les deux sont un petit peu les uns contre les autres. OK? Le commerce international, ça, c'est juste pour vous donner très rapidement, là, juste pour vous dire qu'il s'est beaucoup intensifié à partir, je dirais, on dit depuis 2 siècles, là, mais le commerce international, c'est un qui a été beaucoup aidé par le libre-échange. Ça fait longtemps que c'est commencé, mais que ça s'est beaucoup accéléré, je vous dirais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et avec cette fameuse libéralisation des échanges-là. Et il y a des organismes qui vont être mis de l'avant pour essayer de justement gérer ça, pour essayer de faire en sorte que le protectionnisme n'existe plus et que ce soit le libre-échange qui soit en avant-plan. Et c'est, en passant, vous allez oublier l'organisation d'en bas, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Le GATT n'existe plus vraiment, on n'en entend plus jamais parler, mais vous allez garder la partie du haut. Fait que là, rayez-moi ça, la partie du bas. Prenez des informations de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, dans lequel on dit qu'il y a 112 signataires initialement. Donc, il y a 112 pays qui ont signé au début, mais là, vous voyez que c'est écrit 159 pays au 13 mars 2013. Mais là, si on y va vraiment là, directement, concrètement, là, regardez ici, là, on voit que, voyons, je vais mettre ici, donc vous voyez ici, on est 164 pays maintenant, de cette fameuse organisation mondiale du commerce. Fait que changez ça ici, le 159, mais là, maintenant, on est 164 pays on est quoi, c'est au mois de mai 2020. Ça a été créé le 1er janvier 1995. Et c'est quoi le but de l'OMC? Mais c'est une institution permanente qui est destinée à gérer les accords commerciaux multilatéraux. C'est un grand mot, mais juste pour vous dire que lorsqu'il y a des accords commerciaux qui se font entre des pays, l'OMC est là comme étant un arbitre. Donc l'OMC est un arbitre qui veut aider au libre-échange et qui veut surtout éliminer les barrières non tarifaires. Parce que les barrières tarifaires, il va toujours en avoir un petit peu, mais on va essayer de limiter justement ces barrières tarifaires-là et enlever complètement toute cette notion de barrières non tarifaires qu'on trouve que ça va totalement à l'encontre. Donc oui, donc ça va... Et oui, le téléphone a sonné, c'est ça la vie de la maison. Alors, ça va complètement à l'encontre, justement, du concept même du libre-échange. Donc, c'est à ça que sert l'OMC. Donc, à chaque fois que vous allez entendre parler de l'Organisation mondiale du commerce, c'est ça. Ok, c'est une organisation dont son but, c'est de gérer les ententes commerciaux, les accords commerciaux entre les pays et surtout tenter de promouvoir le libre-échange un peu partout sur la planète. OK? Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, bien, vous avez les principes de l'OMC. Il faut enlever du GATT, là, parce que moi, on va enlever ça, là, le concept du GATT, là. C'est quelque chose que je veux plus parler. Alors ça, ce sont les principes. Dites-vous que ce sont les valeurs de l'OMC. Puis ça va être la dernière chose que l'on va, juste être sûr, est-ce que c'est vraiment la dernière chose? Oui, c'est la dernière chose qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ils ont le principe de réciprocité. Donc, selon les valeurs de l'OMC, chaque nation doit accorder des concessions commerciales afin de bénéficier de celles que font les autres pays. Donc, la réciprocité, ça veut dire que toi, tu es les États-Unis, tu fais affaire, par exemple, avec un pays d'Afrique, mais il ne faut pas que tu imposes toutes tes demandes aux pays africains. Il faut que tu sois en mesure
et l'OMC, je rappelle, c'est un arbitre qui regarde si tout ça se passe bien. Donc, il faut qu'il y ait une certaine réciprocité. Il faut que tu donnes des choses aux autres, il faut que tu acceptes des choses, il faut qu'il y ait un sentiment d'entraide. Alors, c'est ça qu'on appelle la réciprocité. La non-discrimination, ben encore une fois, il faut que les avantages consentis à une nation sont automatiquement accordés à tous les pays signataires de l'accord. Donc, il n'y a pas de discrimination. Donc, si on fait une entente entre 5-6 pays, ben, il ne faut pas qu'il y ait un pays qui soit laissé de côté. Il faut que tous les pays rentrent dans cette fameuse entente-là. Après ça, vous avez les obstacles limités. Donc, ça, on en a déjà parlé. Les droits de douane doivent être les seules entraves au commerce qui soient permis. On ne veut pas avoir de barrières non tarifaires. On va toujours accepter des barrières tarifaires un petit peu là, parce qu'on accepte quand même l'idée qu'il faut protéger nos industries à l'intérieur du pays. Ensuite, la consolidation des droits de douane. Les pays signataires ne peuvent pas hausser le droit de douane une fois qu'il a été fixé par des négociations. Donc, lorsqu'on fait une entente en 2, 3, 4 pays, il ne faut pas qu'il y ait un pays qui, pendant cette entente-là, décide d'augmenter les droits de douane parce qu'on dit que ça irait totalement à l'encontre de la négociation. N'oubliez pas, hein, l'OMC est un arbitre. Okay? C'est un arbitre. Ensuite, le traitement national, on dit que les produits importés doivent recevoir le même traitement que les produits nationaux comparables. Donc, les fraises du Chili et les fraises du Québec devraient être au même endroit dans les épiceries, pas avoir de petits stickers du Québec dessus. Donc ça, c'est ce que l'OMC demande. Et ensuite, les clauses dérogatoires. On dit que dans certains cas précis, les pays peuvent être autorisés à se protéger, par exemple, les pays en développement qui bénéficient d'un traitement spécial qui leur permet de protéger leurs industries naissantes. Donc ça veut dire que l'on va, d'une certaine façon, permettre à certains petits pays qui ont parfois des difficultés à s'en sortir, à justement à leur permettre de contrôler un petit peu plus leur économie interne. OK. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à notre cours, donc cours numéro 1 de cette deuxième semaine sur les pouvoirs économiques. Donc la semaine prochaine, le deuxième cours qui va peut-être être un petit peu moins long. En tout cas, on verra. On va parler justement des fameux regroupements économiques. Je vais essayer de vous expliquer, c'est quoi l'Union européenne exactement, comment ça fonctionne. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous en glisser quelques petits mots. Et on va parler aussi du concept d'ISO qui est complètement un petit peu séparé du pouvoir économique, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça a quand même un impact économique important. Fait qu'on va voir ça au prochain cours. En attendant, gênez-vous pas pour aller lire les pages, aller faire les différents travaux. Si vous avez des questions, vous connaissez les plateformes, donc vous pouvez m'écrire sur Teams, m'écrire par courriel, venez me voir dans mes séances de réunion les mardis, mercredis. Merci beaucoup. Laissez-moi des commentaires. Faites-moi donc des petits pouces vers le haut, là, juste pour me dire que vous avez apprécié. Est-ce que c'était trop long la partie actualité? Est-ce que c'était correct? Moi, j'aime ça avoir des commentaires parce que c'est un peu vide, je vous dirais, présentement, enseigné dans mon sous-sol. Présentement, mais c'est pas grave, j'apprécie quand même l'expérience. Alors voilà, on se reparle bientôt, tout le monde. Bye bye.